On essaye de faire avec les moyens du bord. Bonjour, bonsoir et c'est le guide Mpépé qui vous reçoit. Et ce soir, on ne va pas s'encombrer, on va aller droit au but. Et c'est un direct important pour l'Afrique, pour la jeunesse africaine, pour le monde entier. On a envie d'écouter la jeunesse africaine, on a envie d'écouter les Africains, on a envie d'écouter ces gens qui sont déchirés à travers le monde entier, qui sont partis de chez eux et qu'on n'écoute pas beaucoup. J'étais journaliste pendant 20 ans à un très haut niveau et il y a parfois des sujets qui me poussent à prendre la parole. Évidemment, le système international a voulu qu'on écarte des voix comme nous. Même en Europe, en France, on copte les nègres qui savent vanter la colonie. C'est eux qui parlent sur leur chaîne là, que vous connaissez. Et aujourd'hui, grâce aux médias sociaux, on a le droit de prendre la parole. Et moi, je vous la donne. Le guide Mpépé est un leader. Un leader ne doit pas se taire. Et beaucoup de gens m'écrivent sur le Mali, sur la Côte d'Ivoire, sur le Cameroun, sur le Gabon, sur le Congo, sur le Sénégal. Et je dis, ben, s'il y a la montée de toutes ces tensions, s'il y a la montée de toutes ces incompréhensions, c'est parce qu'on ne parle pas, on ne donne pas la parole à l'Afrique. C'est TV5 qui parle de l'actualité de l'Afrique en 5 minutes, France 24, RFO, toutes ces chaînes-là qui sont commandées par l'Élysée. Mais il faut apprendre désormais, et c'est pour ça que nous travaillons ardemment là-dessus. Je travaille là-dessus à mettre un projet de télé où on n'a plus besoin d'attendre. En attendant, au lieu de rester là à se plaindre, moi je ne suis pas un homme qui se plaint, je suis un homme qui avance, toujours seul et droit dans mes bottes. Je me suis dit, on va ouvrir l'antenne. Il ne faut pas beaucoup de choses aujourd'hui pour la technologie, hein. On a la même qualité que tout le matériel de TV5, de TF1, de tout ce que vous voulez. Il suffit de mettre l'intelligence. Avec 2 petits téléphones, 2 caméras, 2 lumières, on fait une bonne télévision. Donc, je vous ouvre l'antenne et de me dire qu'est-ce que vous pensez de l'actualité au Mali. Et après, en tant qu'expert des questions politiques, je vous donnerai mon avis aussi là-dessus. Mais j'ai envie je le fais depuis un certain temps, de vous laisser parler, de prendre vos interventions. Pourquoi la démocratie ne marche pas chez nous? Pourquoi on est obligé d'arriver au coup d'État? Et quand on arrive au coup d'État, pourquoi certains coups d'État sont condamnés et pas d'autres? Pourquoi la communauté internationale ne dit rien, ne nous prend pas au sérieux? Pourquoi nous sommes des Noirs abandonnés face à notre destin? Quand au Mali, la jeunesse décide de se soulever parce qu'ils ont ras-le-bol d'un système qui pourrit, on constate que la France qui vante la démocratie, la France qui doit soutenir l'alternance, ne dit plus rien. Au contraire, on a convoqué le Conseil de sécurité des Nations Unies pour menacer la junte. Et puis aussi, est-ce que c'est l'époque des coups d'État? Moi, ces images des soldats maliens qui prennent le pouvoir comme ça, je ne peux pas critiquer. Il faut être là-bas, à Bamako, pour ressentir. Le ras-le-bol, c'est aussi parce que certains dirigeants n'écoutent plus la jeunesse, n'écoutent pas les gens, ne travaillent même pas pour le peuple, et ils veulent s'éterniser au pouvoir. Alors, mais le Mali a aussi une lourde tradition de chute et de coup d'État. Tout le monde se rappelle d'ATT, Amadou Toumani Touré, le général, qui était très bien installé et qui travaillait bien pour le peuple, mais après on l'a balayé du revers de la main parce qu'il ne plaisait plus à la France. Et la France a imposé son homme de main. Et aujourd'hui, il faut qu'on comprenne si les Maliens, si la jeunesse malienne soutient... Enfin, on a vu beaucoup de jeunes, on a vu toute la population quasiment être dans la rue. Ça veut dire qu'il y a un engouement populaire. Mais comme il faut légitimer le tout politique par les armes, on est obligé de passer parfois par là. Ça peut faire pleurer, mais ça peut faire... Mais c'est comme ça. Ça s'appelle... une démission organisée.
Au Mali, les militaires disent qu'ils n'ont pas fait de coup d'État. Ils ont créé la démission du chef de l'État. Et c'est un peu la même situation qui s'était passée au Zimbabwe où on a essayé de prendre le vieux président par tous les moyens pour qu'il dégage. Il voulait mourir au pouvoir, Mugabe. Après avoir si bien bagarré pendant plus de 15 ans pour défendre la Rhodésie, pour défendre le Zimbabwe, il a lutté contre l'Empire anglais. Il a mangé des chenilles pendant 15 ans, mais une fois arrivé au pouvoir, évidemment, il a fait l'opposé de ce qu'on attendait d'une révolution. C'est aussi ça le problème. La révolution ne veut pas dire chasser tous les Européens et qu'on commence à mourir de faim. La révolution veut dire il faut que tout le monde trouve son compte, mais principalement les nôtres. Le Zimbabwe, par exemple, était le grenier de l'Afrique. Le maïs du Zimbabwe se mangeait jusqu'au Caire, jusqu'en Égypte, jusqu'en Grèce. Ils étaient riches, ils nourrissaient toute l'Afrique. Mais les 5% de blancs qui étaient là, Mugabe a écouté la voix du populisme, on les a mis dehors, et après ils étaient incapables même de manger le pain. Et la même chose, c'est ça partout en Afrique. C'est-à-dire, la révolution ne veut pas dire exclure le développement. C'est pour ça que même en Côte d'Ivoire, quand on va en parler tout à l'heure, vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de gens en Côte d'Ivoire qui confondent. C'est bien de jouer les nationalistes, c'est bien de chasser les étrangers, c'est bien de créer ce climat xénophobe. Mais si on vous laisse face à votre réalité, vous ne pouvez pas. Le développement, c'est toujours un apport pluriel. Le développement, c'est un apport de tout le monde. C'est un apport universel. En réalité, les pays n'existent plus. Ce qui existe, c'est une conscience internationale avec des multinationales qui veulent écraser au passage. Même la France, où vous êtes en ce moment pour la plupart, la France est sous le joug de ce qu'on appelle les GAFA. Google, Amazon, Facebook. Rien que ces sociétés-là gèrent des centaines de milliards et le rôle de la France, ce n'est pas de les chasser, c'est d'essayer de prélever un impôt pour que les taxes soient payées, parce qu'ils ne payent pas de taxes. Alors, les mêmes choses que les multinationales françaises font en Afrique, les Américains, les multinationales américaines font pareil au Canada, font pareil, mais maintenant on ne va pas les chasser. Il faut que les Africains grandissent aussi dans la tête pour se dire, nous voulons tel type de partenariat, mais où est notre part? Alors, pour revenir dans le cas du Mali, il faut savoir que Ibrahim Boubacar Keïta est très français. Je pense même qu'il est français. Il a fait ses études à la Sorbonne, à Panthéon, Paris 1, en histoire. Il a fait de bonnes études, maîtrise, DEA, l'équivalent d'un prédoctorat à l'époque. Et même quand il est rentré chez lui, c'était pour travailler pour la coopération française. Et puis c'est l'homme de la France. Quand Hollande était là, vous avez vu comment il a pleuré. Il pleurait plus que tous les présidents quand il y a eu des attentats à Paris. Donc c'est un vrai Français. Alors le problème maintenant c'est, est-ce qu'il l'a défendu, est-ce qu'il avait les moyens de travailler pour le peuple malien? Ou est-ce qu'il était là pour défendre les intérêts et protéger les intérêts de la puissance coloniale? Donc c'est tous ces enjeux-là qui nous poussent à véritablement nous poser des questions et nous avons envie de comprendre. Et moi, je n'ai pas la science infuse, même si je parle d'autorité de ces questions, parce que j'ai traité de l'information et j'ai voyagé dans tous ces pays africains pendant des années. Et je peux vous dire que je connais Bamako comme ma poche, mais j'ai envie, pour ne pas voler la vedette au peuple malien, à la jeunesse malienne qui est en train d'écrire une page de son histoire. Je veux entendre les Africains, les Camerounais, les Sénégalais, les Maliens, les Ivoiriens, tout le monde. Bref, prenez l'antenne, c'est le 06 99 33 83 93. Je vous donne ma parole que nous allons échanger paisiblement. Pourquoi les gens en Afrique ne peuvent pas partir quand il faut? Pourquoi en Afrique même ceux qui restent défendent très peu les projets de la jeunesse? Sinon la jeunesse malienne est la plus éparpillée et la plus présente en France.
Il y a la jeunesse sénégalaise et la jeunesse malienne. Elle est là, elle erre, elle fait des petits boulots, elle fait... Personne ne sait que le Mali est 4 fois plus grand que la France. Personne ne sait que le Mali est 2 fois plus riche que l'Allemagne et la France réunies. C'est pour ça que l'armée française, sous prétexte de défendre le terrorisme, a quand même installé l'une des plus puissantes bases militaires françaises là-bas pour défendre aussi le bilan et le projet économique qui est le sous-sol. Il faut savoir que le sous-sol du Mali est un sous-sol très riche et c'est un sous-sol granitique, multiséculaire, c'est-à-dire que c'est des mers asséchées. Le désert, c'est une mer asséchée. Il faut savoir que quand vous voyez, vous partez de la corne de toute la côte ouest africaine, des côtes du Sénégal, la Sénégambie, jusqu'aux frontières du Soudan, c'était coupé. C'était coupé par une mer, une grosse mer intérieure jusqu'aux frontières, aux confins du Cameroun. Le lac Tchad est une mer. C'est parce que les migrations, les variations géoclimatiques ont abouti à la désertification, mais c'est une grosse mer intérieure. Et c'est ça. Et imaginez donc qu'une mer asséchée a beaucoup de rudiments, beaucoup de matériaux. C'est pour ça qu'au Mali, vous trouvez beaucoup d'or. Vous trouvez le tungstène, vous trouvez le cobalt, vous trouvez la bauxite, vous trouvez tout ce qu'il y a comme minerai, exactement comme au Congo, exactement comme au Cameroun, exactement comme au Niger. D'ailleurs, le Mali et le Niger ont un territoire commun. Et vous savez que la France prend son énergie et son uranium, dont son nucléaire, du Niger. Et quand on dit le nucléaire, on ne peut pas trouver le nucléaire au Niger, on ne le trouve pas à Sikasso, à Mopti, à Djenné, à Ségou. Et on ne peut pas parler de l'uranium au Niger et on prétend ne pas le trouver au Cameroun. Tibati, de la plaine de Tibati jusqu'au mont Mandara, il n'y a que l'uranium. Alors, toute cette Afrique-là, et on n'a pas travaillé suffisamment ou on n'a pas encore eu le temps de réfléchir sur comment protéger notre sous-sol, mais la France se sert à loisir. Et pour ne pas se sentir menacée dans ses intérêts, ce qui est logique, elle est obligée de placer son armée. Et l'armée, évidemment, crée des conditions pour que le territoire soit morcelé. Dans le cas du Mali, vous avez souvenance qu'on a voulu créer ce qu'on appelle l'Azawad, un État au nord du Mali, et un État touareg. Et ces gens-là ont bénéficié de beaucoup de passe-droits. Ils ont voulu couper le nord du Mali. Mais le problème, c'est que les Maliens n'ont pas accepté qu'on divise leur pays, parce que c'est un pays de Peul, de Malinké, de Sénoufou, d'Aoussa. C'est un pays multiséculaire. La charte du Mandé date du 9e siècle, du 11e siècle, du 10e siècle. C'était déjà les pays les plus organisés. Kankan Moussa, l'homme le plus riche du monde, avec des parures d'or, était malien. Et puis Soumaoro Kanté, Soundiata Keita, tous ces grands héros. Et puis les universités, les premières vraies universités du monde, c'était à Tombouctou. Et c'est un patrimoine, le Mali est le socle granitique de l'Afrique. Et donc quand les Français veulent aujourd'hui manipuler la conscience de ces gens, ça nous fait un peu pleurer parce qu'en réalité, le Mali est un très grand pays. Le Mali, c'est notre histoire. Le Mali, c'était une idée du développement croisé des peuples. Le Mali, c'était les plaques commerciales mondiales, les grands échanges. Le Mali aussi, c'était ce croisement qu'on a eu entre toutes les races du monde et les civilisations. Les Arabes, les Berbères, les Africains, les Négroïdes, les Égyptiens, les Nubiens. Tout le monde se retrouvait là et c'était une plaque commerciale extraordinaire. Alors, donc, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'on a le droit de saluer le courage de la jeunesse malienne qui a dit non, non à un système qui perdurait, un système de facilité, de prévarication,
tripatouillage même de la Constitution. Et il faut savoir que le président malien Ibeka avait un fils qui était un simple vendeur de voitures et qui du jour au lendemain, on l'a vu fêter des milliards, dépenser de l'argent dans des yachts, faire la fête et narguer le peuple. Et tout ça a du mal à passer aujourd'hui en Afrique parce que les gens, avec la communication, avec les moyens aujourd'hui, ne veulent plus subir. Et nos chefs d'État qui s'installent, ils jouent parfois aux pauvres, aux humbles quand ils sont pas au pouvoir, mais quand ils ont accès maintenant à la mangeoire, ils tournent le dos au peuple et ils se servent du peuple. Donc tout ça a conduit le peuple malien à être exaspéré. Alors moi je me pose une question, est-ce qu'à part le coup d'État, on n'avait pas un autre moyen? Et maintenant qu'on a fait le coup d'État, maintenant que les jeunes sont dans la rue et tiennent des discours très virulents contre la France, est-ce qu'ils ont des moyens de se refaire, de se reconstruire, d'assumer? Est-ce que ce n'est pas aussi une mauvaise stratégie de vouloir repousser Moi j'ai une attitude que j'ai appris à adopter, c'est de ne pas être l'ennemi d'une puissance. Je vais m'expliquer. Je l'ai dit ce matin à 4 h du matin, dans la vie, soit on est heureux, soit on a raison. Alors, pour que le peuple malien continue d'être heureux ou de chercher le bonheur, il faut qu'ils cessent de croire qu'ils vont avoir raison, surtout par les armes. Parce que dans ce processus-là, des armes françaises, dans ce processus, c'est pas sûr qu'ils soient gagnants. Alors, il y a un mélange intelligent que les Africains doivent accepter, c'est la collaboration, c'est l'intelligence, c'est la finesse, c'est l'ingéniosité. Et le colonel qui est le porte-parole, qui est l'homme fort en ce moment, selon nos informations, a été en Russie et il a pris ses grades et sa formation militaire pointue avec les services secrets russes. Est-ce que dans cette zone donc où le monde entier est en train de discuter le Mali, de déchiqueter le Mali, derrière ce putsch, est-ce qu'il ne se cache pas des accords secrets avec d'autres puissances comme la Russie? Est-ce que Poutine n'est pas très intéressé par l'Afrique? On sait que Poutine, enfin, c'est la guerre froide qui revient, mais cette guerre peut être très vite chaude parce que les armes ne vont pas tarder. Le monde est au bord des nerfs. Et si vous avez un Trump qui est très excité de l'autre côté, vous avez Macron ici qui a envie d'être le petit Napoléon, qui a envie d'être le De Gaulle. Si vous avez Poutine qui ne laisse pas un centimètre carré, on tombe là dans le coup de ce que l'Afrique va ou risque être le théâtre d'opération de la frustration et des règlements de compte des autres puissances. Et quand on fait la guerre chez vous, c'est vous qui ramassez les débris, c'est vous qui payez le lourd tribut, c'est vous qu'on bombarde. Alors, il faut aussi savoir que quand vous prenez le nord, de tout le nord du Mali, tout ce qu'on va appeler l'Azawad, toute cette grande zone désertique est une zone extrêmement riche, minière, je l'ai dit, mais jusqu'à la frontière avec les groupes, jusqu'à la frontière avec l'Algérie, à Tamarin-7. Et vous savez que tous les groupes islamistes algériens sont descendus dans ce désert, fuyant la répression de l'armée algérienne, donc tous ces salafistes-là, tous ces mouvements religieux et terroristes ont pignon sur rue dans toutes ces zones de désert-là. Et en réalité, il faut maintenant comprendre comment on va gérer, comment le Mali va gérer. Si la France se retire, ce qui n'est pas possible, mais imaginons que la France ne soit plus là demain, est-ce que le Mali, en tant que pays, peut gérer ses frontières? Est-ce que le Mali, en tant que pays, peut apporter le développement? Est-ce qu'ils ont la capacité d'avoir un leadership qui va amener d'autres partenariats comme la Chine, comme, disons, la Russie, et
Voilà. Et il faut aussi savoir que quand on détruit, quand la France détruit avec le mandat des Nations Unies, c'est curieux, quand ils décident de détruire la Libye, tous les gens, tous les groupes armés descendent dans le désert. Quand on tue Kadhafi, ça devient un no man's land. Et tous ces gens portent les armes et fuient dans ce désert malien-là, cette grande zone-là, qui est 2 fois supérieure à la taille de l'Europe. Et c'est cette zone-là qui consacre tous les appétits et tous les intérêts. Maintenant donc que la junte au pouvoir a pris le pouvoir à Bamako, il faut donc se poser la question, elle prend le pouvoir pour qui? Est-ce que c'est pour le peuple? Est-ce que c'est pour reconfisquer? Est-ce que c'est pour avoir un militaire à la tête? Ces questions-là en Afrique nous posent toujours beaucoup de problèmes. Le coup d'État peut être salvateur. Quand il vient rétablir un ordre constitutionnel, encore que là, je pense qu'il n'y a pas eu mort d'homme, donc ils ont été assez tactiques, ils ont été assez fins, mais maintenant, le pouvoir d'un coup d'État, c'est toujours pour quelqu'un. Qui finance le coup d'État? Qui est derrière l'armée malienne? Qui? Parce qu'il ne faudrait pas que la jeunesse malienne se retrouve 2 fois de plus embrigadée dans ce processus. C'est pour ça que cette question nous interpelle. Je suis d'ailleurs surpris, je ne sais pas si je vous ai donné l'antenne. Je sais que quand j'explique tellement bien, les gens parfois n'osent pas appeler parce que je pense que tout est clair. Mais écoutez, si vous avez envie d'intervenir, je vous ouvre mon antenne pour avoir des compléments d'information. J'ai des amis qui sont à Bamako, qui sont au service de la communication, qui sont des grands patrons de presse. Je vais essayer de voir si je peux avoir un. Et comme ça, on aura la chaleur et la primauté d'avoir Gimbay, mon ami Gimbay. Alors, Gimbay. Tiambel Gimbayara. Alors, Tiambel, mais est-ce qu'il est connecté, Tiambel? Bon. Il est le patron de la Voix du Mali. Je pense qu'il doit être sur un plateau de BFM ou de... c'est des frères qui sont toujours... Hein, voilà, donc on s'est souvent retrouvé sur les plateaux de télévision en France. J'essaie d'avoir... on me dit attente de réseau. J'essaie d'avoir Tiambel Gimbay qui est l'un des patrons de la communication au Mali et qui est très proche du pouvoir, qui nous dit sur place ce qui se passe à Bamako et ceux qui ont des informations à nous donner. Mais vous avez l'antenne. Gimbay, alors je vais te laisser un message. Salut mon cher Tiambel, c'est ton frère, c'est le guide MPP. Alors, j'étais en direct, je suis en direct, on est en train de parler de la situation au Mali. Si tu as mon message, essaie de nous rappeler en direct parce que nous avons besoin de plus de précisions sur la situation à Bamako, même si nous sommes en train d'échanger là-dessus et toute l'Afrique nous regarde. Et merci. Voilà, donc... on va essayer, ne vous inquiétez pas, on va essayer d'avoir Tiambel tout à l'heure. Et nous sommes fiers de... Voilà. Donc merci. Merci d'être connecté. On essaie d'avoir un éminent communicateur du Mali. Il va peut-être intervenir tout à l'heure. Je lui ai fait un message. Donc, nous étions en train de dire que partout en Afrique, c'est ça le problème. Quand Sankara est venu, quand Sankara a pris
Mais il y a quelqu'un qui nous appelle. Oh là là. Allô? Alors, bonsoir, le guide. Oui, bonsoir. C'est Dick depuis l'Allemagne. Oui, Dick Moukoko. Oui. Oh, donc ce qui est en train de passer là, je voulais poser la question. Je me suis dit que je suis en direct là, mais parce que je suis toujours. Mais tu es en direct, mais pourquoi tu m'appelles sur Facebook? Pourquoi tu m'appelles pas sur WhatsApp? Ok. En tout cas, vas-y. Sur WhatsApp. Non, vas-y, pose ta question. On t'a déjà pris. Poser une question à savoir, cet homme fort qui est à la tête du Mali actuellement, est-ce qu'il est là pour être à la tête du Mali au analyse? Oui, vas-y, reprends, t'as pas bien suivi. Tu disais? Je suis en train de poser la question. Tom Ford, qui est à la tête du Mali actuellement, qui est à la tête du Mali, est-ce qu'il est pour le compte du peuple malien ou bien il est là au compte des Français? D'après votre analyse, c'est votre analyse, votre vision des choses que j'aimerais savoir. Ok. Ben, merci Dick. Et je te réponds plus tard. Enfin, je te réponds tout de suite et merci d'être intervenu. Tu avais une autre question? Non, je pense. Alors, la question de Dick Moukoko, c'est est-ce que le jeune colonel Alors, la question de Dick Moukoko, c'est est-ce que les organisateurs de ce putsch travaillent pour le peuple et donc on va dire que ce gars est le chef adjoint d'un camp militaire et c'est un général formé en France et un général formé en France. Donc c'est le colonel Malik Diao. Hein, Diao. C'est le chef adjoint du camp de Kati. Kati c'est aux environs de Bamako. Hein, et il revient, on a très peu d'informations sur lui, mais on sait qu'il était en Russie. Et vous savez que les Russes ne jouent pas... les Russes ne jouent pas aux billes. Les Russes sont des hommes pragmatiques. Et les Russes veulent revenir en Afrique. Et les Russes, pendant longtemps, se sont retirés parce qu'ils voulaient consolider le nucléaire, voulaient resolidariser l'armement. La Russie, à un moment, n'était pas une puissance. Après, la Russie est devenue une puissance. Il faut savoir que certains des officiers camerounais se font aussi former en Russie ces jours-ci, ou depuis quelques années, surtout quelques officiers de gendarmerie, sur des questions de renseignement et de tactique du pouvoir. Les Russes sont imbattables. Alors, ce jeune colonel Diao qui rentre fraîchement de Russie, on peut se dire qu'il y a quand même un problème. Qui a peut-être une puissance. Moi, je pense qu'il y a la main de la Russie derrière. Mais la Russie aussi n'affronte jamais. Déjà, la Russie, il faut savoir que dans l'histoire, c'est le seul pays qui n'a jamais été vaincu. Et la Russie, c'est une grande puissance. Donc, quand elle fait la guerre, elle ne perd pas. La guerre peut mettre 100 ans. Eux, c'est une tradition de ne jamais perdre. Les Russes ne s'engagent pas quand ils veulent faire la guerre. Enfin, quand ils ne veulent pas faire la guerre. Donc, quand ils veulent faire la guerre, ils ne vont pas perdre. Donc, voilà un des problèmes. Le deuxième problème, c'est que ce colonel-là rentre fraîchement de Russie. Évidemment, s'il était venu de la France, on n'allait pas lui donner la latitude, il n'allait pas avoir ce bagou de s'opposer à un pion central de la France. Ibrahim Boubacar Keïta est un pion français, c'est un pion socialiste de Hollande. Et n'oubliez pas que Macron, quoi qu'on dise, même s'il n'est pas sur la même longueur d'onde avec le président Hollande aujourd'hui,
reste le fils de Hollande. Donc il y a des accords. Macron a viré vers la droite. Macron est devenu gaulliste et gaullien au lieu d'être gauchiste. Mais il garde cette empreinte. Il a soutenu. Mais dès qu'on a appelé Macron hier, selon nos informations crédibles, parce qu'il y a un chef d'État de la sous-région qui a appelé le président Macron pour qu'il prenne, pour qu'il envoie les forces intervenir à Bamako. Macron a dit que la France ne se mêle pas. La France ne se mêle pas. Évidemment, Macron a 40 ans. Macron a déjà dit à tous ces vieux papas-là qu'il ne veut plus de ça. Je pense que c'est en Afrique même qu'on ne veut pas que... en Afrique, on ne veut pas que la France fasse sa révolution. Il y a des choses qu'on impute à la France. Ça, vous avez raison. Mais il faut savoir qu'il y a aussi, dans le nouveau management de la France, un style... Macron veut qu'il y ait plus de management de jeunes. Que la France ne doit plus être appelée pour tout. Et c'est quand même si les grandes bases politiques de la France ne changent pas en Afrique, beaucoup de choses ont changé. Les mallettes ne circulent plus. Les chefs d'État veulent encore venir. Sassou Nguesso, la dernière fois, a envoyé de l'argent. Macron a dit on ne reçoit pas. Son équipe a dit qu'on ne reçoit pas. Donc c'est encore nous-mêmes, c'est encore nos vieux dictateurs parfois qui sont obligés d'aller flatter la France en déposant, comme à l'époque de Omar Bongo, beaucoup d'argent. Et c'est ça qui est un peu gênant dans l'histoire. Alors, deuxième chose maintenant, la crainte de la France, c'est que si elle intervient, on ne va pas le tolérer. La jeunesse africaine ne veut plus voir ce genre de truc. Deuxième chose maintenant, la France se dit quand même que si elle ne dit rien, si elle laisse passer, le territoire du Mali peut lui échapper. Et si le Mali échappe, attention, il y a le Niger. Là, c'est le noir total, c'est le délestage en France. C'est l'uranium qui s'arrête le même jour. Et donc la France est obligée de passer maintenant par l'ONU. Vous savez, hein, s'il y a un seul truc qu'on doit envier à la France, c'est son côté intelligent. Ils sont d'une finesse. Ces gens-là, ils peuvent vous tuer. Ils ouvrent le bon vin, ils vous servent, vous buvez et puis ils vous enterrent. Rappelez-vous, c'est Kadhafi quand même qui a financé l'élection présidentielle en France sous Sarkozy. Et il avait été reçu à l'Élysée, il a apporté ses tentes, son couscous, son lit. Il a dormi avec tout son personnel. Il a occupé la France pendant une semaine. Sarkozy ne disait rien. Sarkozy souriait du bout des lèvres. Mieux flatter son ennemi pour l'étouffer. Et heureusement que Facebook est là. J'étais l'un des rares qui avait fait un témoignage, qui avait fait une vidéo à l'époque, et j'ai fait toute une émission là-dessus pour dire attention, attention au panafricanisme Kadhafi. Et j'étais à Paris, j'avais fait un plateau en direct dans 90 minutes politiques où je disais la venue de Kadhafi peut signer aussi sa fin. Quand Paris t'embrasse et te lèche, attention, après on te lâche. N'oubliez pas, on te lèche, on te lâche et on te lèche. Et c'est ça qui s'est passé avec Kadhafi. Donc, comme nous ne sommes pas très écoutés en Afrique, comme notre parole est plus mise en valeur en Europe que chez nous-mêmes où on doit servir et travailler, les gens ne voient jamais nos analyses. Voilà une vidéo qu'on est en train de faire. Heureusement que le peuple africain, vous êtes très nombreux, mais nous devons parler plus fort, avoir des tribunes officielles. Et c'est pour ça que je vais toujours saluer le président Obiang, qui à son temps m'a donné toute une tribune devant tout le gouvernement où je venais exposer mes lignes, où je travaillais officiellement. Même quand le père Omar Bongo était là. Mais depuis, les palais en Afrique se sont refermés aux intelligences et ils meurent dans la dictature et ils s'étouffent. Alors, pour revenir à l'essentiel, méfiez-vous. La France n'est peut-être pas intervenue directement parce qu'elle ne pouvait pas. Il y avait 2 millions de jeunes dans la rue. Quand la jeunesse est là, vous ne pouvez pas. On ne peut pas lutter contre la jeunesse d'un pays.
Voilà un message fort déjà que cette situation au Mali nous renseigne. À tous les Africains, les jeunes qui ont peur, qui fuient leurs responsabilités, on ne peut pas lutter contre le peuple. Si vous êtes 2-3 millions dans les rues, le problème est réglé. Ceci dit, je n'ai rien dit. Alors, ce qui est intéressant dans cette démarche, c'est la position de la France. Elle est passée par la CEDEAO. La CEDEAO condamne, mais la CEDEAO, quand les peuples souffrent, elle n'intervient jamais. La France passe par les Nations Unies. Et vous savez que c'est un cinéma. C'est une connerie, ce machin-là. Personne ne croit à la force des Nations Unies. On sait que c'est les Nations Unies égale États-Unis égale valet des États-Unis. Personne ne peut, aujourd'hui en 2020, considérer que les Nations Unies défendent les peuples. Sinon, partout où il y a la souffrance en Afrique, les Nations Unies se seraient déjà interposées. Les Nations Unies, c'est une grosse machine qui ne représente personne, à part les gros pays qui mettent de l'argent et qui financent, et ça protège leurs intérêts. Et la guerre malienne a des ramifications jusqu'en Centrafrique. Et rappelez-vous, il venait de signer, la France venait de signer des accords pour que les Nations Unies prolongent les sanctions contre la République centrafricaine. Ce qui est incompréhensible. La République centrafricaine est en train de se reconstruire, la guerre est terminée, ils veulent avoir... Mais on remet encore l'embargo. Pourquoi? Parce que quand il y a l'embargo dans ces pays, ça permet aux Nations Unies d'envoyer leurs soldats. Et ces soldats-là, vous voyez comment ils se livrent à tous les commerces. Ils exploitent l'or, ils vendent la sardine, ils donnent les grossesses aux petites filles, ils violent, ils se servent. Et le Congo, par exemple, a les Nations Unies dans ses pieds depuis 40 ans. Donc le Congo n'a jamais joui de son indépendance. Les gens sont au Congo assis là depuis, ils ne peuvent pas bouger. Et ils créent du désordre, ils créent de l'instabilité, ils créent des villes, ils créent des pays, ils créent du commerce parallèle, ils créent du trafic, ils créent bref, ils détruisent un pays. Et la meilleure manière, comme disait un grand sociologue suisse, la meilleure manière de détruire un pays, c'est de mettre les casques bleus. C'est-à-dire, ces gens-là arrivent chez vous, disons 10 000 casques bleus dans une ville comme Bangui, ou dans une ville comme N'Djamena. Je peux vous garantir que 10 000 casques bleus, ils ont besoin de boire tous les soirs, ils ont besoin d'aller chercher de la chair fraîche africaine, ils font des bébés, et puis dans 30-40 ans, vous aurez un pays de bâtards, c'est-à-dire des enfants nés avec des yeux pakistanais, népalais, tout ce que... Et cet hybridisme-là crée les germes de l'autodestruction de nos pays. Ça, c'est un autre volet stratégique que les nations n'abordent pas trop. Ça, il faut avoir des analyses très poussées. Ça veut dire, ces gens-là font des bébés, leur mission, c'est de polluer, c'est de diluer leur force spermatique sur la jeunesse, sur les jeunes filles, sur les viols, jamais punis. Deuxième chose aussi, les Nations Unies permettent aux pays comme la France, l'Angleterre et tout, de déverser leurs armements. C'est eux qui... Alors, je vous raconte une petite histoire. Le Cameroun a perdu un des grands généraux qui était patron de la force centrafricaine. Force de la MINUSCA. En Centrafrique, et on l'appelait Aviator. Ce général, le nom m'échappe un peu, mais il m'a fait des confidences extrêmement graves quand nous étions à Bangui. Et ce général-là nous disait, et moi je savais qu'il ne pouvait pas vivre longtemps parce qu'il s'opposait tout le temps à la France. Il s'était vigoureusement opposé à la France. C'est-à-dire qu'on a apporté du matériel, la France s'arrangeait à donner du matériel de la Deuxième Guerre mondiale. Et il facturait les talkie-walkie à près de 10 000 $ l'unité. C'est-à-dire, il gonflait les prix et en donnant du vieux matériel obsolète et qu'il fallait changer tous les 8 mois, tous les 6 mois. Et ça dure depuis des années. C'est un business huilé.
Et c'est tout ça qui fait que ces gens ne bougent jamais de l'Afrique. Et donc, envoyer l'intervention, solliciter l'intervention des Nations Unies au Mali, c'est vouloir détruire totalement le Mali. Et finalement, le coup d'État qui devait servir à libérer le Mali contre le joug colonial, contre la prévarication de la matière première, contre le bridage des ressources, va plutôt se retourner contre le peuple malien qui va subir les votes sanctions des Nations Unies et qui vont venir s'installer là, qui vont morceler le pays, qui vont le diviser. Et n'oubliez pas que la France est au Mali avec le mandat des Nations Unies. La France protège, entre guillemets, le désert, l'Azawad, le Niger, avec les accords. La France, pour intervenir en Libye, n'est pas venue seule. Elle a pris le mandat. Voilà, c'était le général Toumenta, l'un des meilleurs aviateurs du monde. Et on a liquidé Toumenta tranquillement parce qu'il s'opposait au leadership de la France. La France voulait faire endosser à Toumenta toutes les factures et toutes les vieilleries. Et à titre personnel, j'ai le petit frère direct de mon père qui est major à la retraite, qui était en Centrafrique. Et c'est lui qui réceptionnait aussi le matériel. Le major Pierre Bissog, hein, donc c'est pas caché. Lui aussi, on l'a mis en retraite. Très vite, on l'a rapatrié au Cameroun parce qu'il s'opposait à la réception du matériel obsolète que l'armée française imposait aux Nations Unies. Donc, et Toumenta, qui était major de l'école de guerre, même en France, aux États-Unis, a dit qu'il ne peut pas travailler sous les ordres des gens plus incompétents que lui. Et bon, on va pas conclure hâtivement, mais on sait comment c'est fini. Alors, la question que vous me posez donc, c'est de savoir, est-ce que le Mali, la jeunesse malienne, l'armée malienne conduite par le colonel Diao, va se retrouver en confrontation avec la mauvaise foi internationale? Voilà. Donc, la mauvaise foi internationale, pour moi, c'est quoi? C'est ces accords-là qui permettent à des pays comme la France de ne plus venir directement, mais de prendre le mandat des Nations Unies pour venir imposer leur vision. Alors, est-ce que la France va vouloir réimposer un homme fort? Parce que la France ne veut pas perdre Bamako. C'est impossible. Est-ce que la France va tenter d'imposer un nouvel homme fort? Ou est-ce que la France va laisser faire? Voilà le premier champ de bataille stratégique politique auquel Macron est confronté. Et nous lui lançons un appel ce soir. On lance un appel au président Macron pour lui dire que toute l'Afrique, toute la jeunesse africaine est mobilisée. On vous regarde. L'histoire ne va plus être écrite par les imposteurs. Nous sommes là, nous allons parler, nous allons analyser, nous allons voir, nous allons créer un comité de veille historique pour que le Mali ne sombre pas. Donc, il y a déjà ce point-là. Maintenant, s'ils n'interviennent pas, si les Nations Unies laissent la jungle au pouvoir, si la France laisse la jungle au pouvoir, est-ce que cette jungle militaire, est-ce qu'elle a la capacité maintenant de faire une vraie transition et d'amener à l'élection démocratique? Voilà un peu. Parce que le danger aussi en Afrique, c'est que parfois les militaires arrivent, ils veulent, au début, ils veulent une transition pour rétablir l'ordre constitutionnel, ça c'est connu, hein, Dadis, hein. Les exemples sont légion. Et au fil des ans, ils commencent par dire 6 mois pour la transition, 12 mois. Après, ils commencent à enlever leur tenue militaire, à essayer le costume. Dès qu'ils goûtent au champagne, le discours change. Et ils organisent des élections et veulent se faire passer pour les démocrates. Et c'est ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire avec le général Gueye. Et après,
ça tourne toujours mal. Alors, maintenant, c'est la pression de la jeunesse africaine de Bamako qui va déterminer l'avenir. C'est pour ça que je le dis toujours, même dans mes conférences, même dans mes coachings que je fais à titre personnel, pour vous, ou dans les groupes, dans les sociétés, je dis aux gens, où que vous soyez, la force mentale qui vous libérera viendra de vous. Donc, nous sommes en train de demander au peuple malien d'intervenir et de veiller. Bon, à supposer maintenant que le colonel Diao prenne le pouvoir et s'établisse, parce qu'ils sont très malins, ils ne sont pas bêtes, ces jeunes officiers-là. À supposer maintenant, il y a des enfants qui jouent là derrière, et les bicyclettes, ça déstabilise un peu. On a besoin parfois du calme absolu quand on est dans des développements. Hein. Parler sans arrêt, je peux vous dire que ça nous pousse à souvent avoir nécessité plus de concentration. Un simple cling-cling de vélo, et j'ai des enfants qui tournent autour. Alors donc, la question maintenant c'est, si ces gens, si nos frères maliens arrivent au pouvoir, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, Christian Bomo Timban, le maître Bomo Timban, je ne sais pas s'il essaie de me joindre, mais écoute, Christian, maître, tu peux essayer d'appeler. Oh, ben, on a eu des appels, évidemment. Oh là 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 là, attendez, on va rappeler. Voilà, essayons de prendre. Christian Bomo Timban, tu seras à l'antenne tout à l'heure, mais là, on va d'abord prendre... Oui, allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Non, bonjour, je suis Michael. J'ai appelé parce que j'étais en train de regarder votre direct là et bon, je suis passé à autre chose. C'était par rapport au coup d'État. Oui, allez-y, intervenez, on vous rappelle. Ah oui, je disais que pour moi, le coup d'État au Mali, c'est... Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Oui, je sais, par rapport au coup d'État au Mali, pour moi, je ne vois pas ce que ça apporte au peuple malien. C'est peut-être un peu de, disons, une bouffée d'oxygène, mais à la longue, ça ne leur apporte absolument rien. Comment ça? Expliquez-vous. Oui, expliquez-vous. Pourquoi ça n'apporte absolument rien? Non, parce que je ne pense pas que les conditions de vie des Maliens changeront du jour au lendemain. Donc, pour moi, c'est totalement illusoire. Pour moi. Oui, mais donc, on ne dit juste pas ça comme ça. Voilà, je pense qu'ils le garderont, hein, le pouvoir. Donc, à la fin, ça reviendra aux politiques d'essayer de reconstruire le pays, d'essayer de changer les choses, mais sûrement pas les militaires. Bon. Ils ont anticipé certaines choses, mais je ne vois pas trop sur le plan économique, même sur le plan social, ce que ça m'amène, ce que ça rapporte aux Maliens. Ok, merci de votre intervention. Est-ce que je peux avoir Maître Bomo Timban? Oui, lui-même en ligne là. Bonjour le guide. Bonjour Maître Bomo Timban. Je suis en direct? Oui, bien sûr, tu es en direct. On est la plus grosse tribune africaine de nos problèmes. Faisons nos choses. Oui, voilà. Ça, c'est évident. Alors, je vais suivre tous les développements là tout à l'heure. Mais oui, je crois que nous faisons, ou alors, tu peux te tutoyer, Martial. Oui, bien sûr. Il y a une mauvaise analyse qui est faite. Il ne s'agit pas d'une mutinerie, d'un coup d'État ou bien d'une prise de pouvoir par l'armée. Il faut bien regarder ce qui s'est passé au Mali. Ce n'est pas différent de ce qui s'est passé en Égypte. Tout à fait. Avec le peuple qui était à la place Tahir et le général Assisi qui a pris le pouvoir. Oui, mais je ne te coupe pas. Ce n'est pas différent. Oui. Ce n'est pas différent de ce qui s'est passé au Soudan dernièrement. Tout à fait. Où le peuple était dans la rue et l'armée est venue prendre le pouvoir. Pas prendre le pouvoir, assurer le service. Le service minimum. Le service minimum. Ce n'est pas différent de ce qui s'est passé au Burkina. Le peuple est sorti. Et l'armée s'est retrouvée à demander à comparer, l'armée n'a pas pris le pouvoir est arrivé pour
assurer le service minimum. C'est de ça qu'il s'agit au Mali. Ce n'est pas une junte militaire qui a fait un plan, un complot pour venir prendre le pouvoir contre la volonté du peuple, contre les institutions. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas une violation de l'ordre constitutionnel malien. C'est la souveraineté du peuple qui s'est exprimée. La preuve, quand ces militaires ont demandé au président de parti, il y a eu des négociations. Ils ne sont pas allés bombarder le palais. Tout à fait. Ils ont dit, ça ne va pas. Il y a 2 millions, 3 millions de personnes dans les rues. Tout le temps, tous les jours. Et là, ça s'annonce encore plus grave. Il faut démissionner. Ils ont discuté avec lui. Donc, moi, j'entends des gens dire qu'il y a eu un coup d'État au Mali. Il n'y a pas eu un coup d'État au Mali. Ça, c'est le complot international. Tout à fait. Parce que, comme tu le disais, le Mali est très important. Ce qui est en train de se passer là au Mali, c'est déterminant pour la suite des événements en Afrique francophone. Exactement. La France a investi, la France est présente militairement dans cette partie parce qu'il y a des enjeux géostratégiques d'une importance capitale. Et ce qui se passe au Mali, c'est que le peuple malien souverain, animé de panafricanisme, a décidé de prendre ses responsabilités et de booster hors de ce pays la France. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, cette affaire-là, est-ce que Macron va intervenir? Qu'est-ce qui va se passer? Parce que si les Maliens se rendent compte que la France veut remettre leur révolution en question, il y aura des soulèvements plus importants. Tout à fait. Donc, cette affaire, moi je crois que ne parlons pas de la jeune des militaires qui sont arrivés au pouvoir au Mali. Oui, il y a un colonel Dio, mais c'est pas le colonel, c'est pas un complotiste, c'est pas une mutinerie. C'est une révolution qui a été arbitrée par le peuple. Parce que, par l'armée. L'armée aurait pu, comme ça se passe souvent, protéger le président Ibeka. Oui. Mais l'armée malienne a décidé plutôt de se ranger du côté du peuple. De se ranger du côté du peuple. Et c'est juste parce que le peuple est souverain. Et ce que la France et d'autres pays semblent nous faire croire, veulent nous faire croire, c'est que il faut plutôt protéger l'institution qui est le président de la République. Or, il faut aussi protéger la souveraineté du peuple. Et le peuple étant souverain, le peuple au-dessus de l'ordre constitutionnel. Ou alors il fait partie de l'ordre constitutionnel. Parce que le premier article de la Constitution, dans le préambule même d'ailleurs, on dit que le peuple est souverain. Donc, le peuple maintenant, il cède ou alors il mandate le président de la République et le Parlement d'exercer la souveraineté en son nom. Et quand le peuple décide qu'ils ne veulent plus parce qu'ils ont vu que celui qu'ils ont mis là, leur mandataire ne travaille pas bien, le peuple peut retirer en manifestant, en récupérant son pouvoir. Tout à fait. Moi, j'ai de la peine à parler de mutinerie. Je ne vois pas, ce n'est pas un coup d'État, c'est pas un coup d'État au Mali. Non, mais tu sais que ton intervention est salutaire. On est sur la même longueur d'onde. Il fallait juste rappeler que c'est les désidérata d'un peuple qui est assoiffé et déçu par la gestion politique, qui est descendu dans la rue. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait depuis quelques mois déjà que les jeunes dorment dans la rue à Bamako. Et l'armée a juste choisi d'entrer dans l'histoire et par la bonne porte. C'est ça. Voilà, c'est tout. C'est tout. Ok. C'est tout. Voilà. Merci Martial, merci le guide. Et à bientôt. Je suis fier de ton intervention. On se retrouve tout à l'heure. Tu pourras revenir. C'est notre tribune. Nous devons apprendre à parler de nos choses nous-mêmes. Merci. Merci. Alors, comme on vient d'écouter Maître Mbomo Timban, qui est avocat au barreau de Paris, et c'est pour ça que c'est important que tous les Africains de bonne volonté ne se cachent plus. Exprimez-vous, prenons la parole et qu'on nous écoute, qu'on nous respecte, qu'on montre qu'on comprend la situation de notre pays. Donc pour Maître Mbomo Timban, il nous expliquait qu'il faut faire une vraie démarcation entre ce qu'on va appeler la crise de la junte au pouvoir qui prend et puis une mutinerie. Oui, allô, bonjour. Bonjour, c'est M. Sakouissa. Oui, vous êtes à l'antenne. Ah d'accord, ok. Donc franchement, j'ai écouté votre émission. C'est pas qu'il y a aujourd'hui, chaque fois que vous avez
des trucs comme ça, j'écoute. Donc, franchement, ça me fait plaisir, beaucoup de plaisir de vous d'avoir à faire les vidéos comme ça, de parler des problèmes des Africains, tout ça. Donc, c'est très bien ce que vous êtes en train de faire, je trouve. Tout à fait. Ouais. Donc, je vous remercie pour cela. Vous voulez intervenir sur la situation au Mali ou c'est bon? Vous voulez juste nous encourager? Non, mais c'est que les encouragements et puis, franchement, ben, je trouve que c'est que les armées ils ont fait, donc ça me fait beaucoup plaisir aussi parce que ça fait un peu de temps que les populations sortaient pour demander le départ du président Ibrahim Boubacar Keïta, donc il n'avait pas voulu quitter les fonctions et son fonction, donc hier, c'est qu'ils ont fait comment on appelle, des mystères, donc ça m'a fait beaucoup de plaisir pour cela aussi. Donc voilà. Ok, mais merci de votre intervention. Merci à vous aussi. Ok, nous sommes ravis. Alors, vous savez, ne me demandez pas d'épingler le numéro est affiché. C'est le 06 99 33 83 93. J'ai le numéro le plus ouvert de la République. Et croyez-moi, nous sommes en train de travailler pour qu'on ait des cadres, qu'on ait une télévision, hein, qu'on ait un vrai média. Mais en attendant le média qui est en train de se mettre en place, nous avons le droit de montrer ce qu'on sait faire et de porter nous-mêmes nos analyses. On vient d'écouter... Merci de rappeler le téléphone Junior Boka parce que les gens m'écrivent là, ils veulent intervenir, mais la ligne est ouverte. Un seul téléphone. Bien sûr que quand on a plus de moyens, on a une console. On pourra prendre 10 appels en même temps. Donc ne vous gênez pas. Pour l'instant, je ne justifie pas souvent. Je n'aime pas les gens qui trouvent des prétextes pour ne pas faire. Nous faisons déjà. Et si on est déjà plus de 15 000 vues, c'est parce que les gens nous écoutent, nous regardent et sentent que nous sommes vrais, nous disons des choses et nous sommes libres. Alors, donc, il ne faut pas confondre, donc, c'est la jeunesse malienne qui a décidé de déposer le président. Et comme le président ne veut pas sortir du palais qui est couvert d'or, et comme le peuple est souvent orphelin et a les mains nues, l'armée républicaine a décidé de se mettre du côté du peuple pour accompagner le peuple, pas pour combattre son peuple. Et c'est souvent ces absurdités. Alors, par rapport au Mali, je vous rappelais la bipolarité de la France. C'est pour ça que je vous ai dit dans une précédente vidéo, et j'en fais tellement, et des meilleurs à chaque fois, je vous disais qu'on ne saurait être ami et maître en même temps. Un jeune Nang, on ne peut pas être ami et maître en même temps de quelqu'un. Soit on est ami, soit on est maître. Et dont l'autre assume son esclavage. Donc, Amadou Toumani Touré, le général ATT, quand il a voulu mener les réformes et qu'il a été contre la France qui voulait imposer son diktat au Mali, la France l'a déposé le même soir. Et on lui a dit de plier ses bagages. Alors, aujourd'hui, comme la France s'est touchée, parce que c'est leur pion qui est touché, ils veulent créer un peu de bang-bang, et là on dit on n'est pas d'accord. Allô, bonsoir. Oui, allô? Oui, bonsoir madame. Oui, bonsoir le guide. Bonsoir. Donc moi j'interviens, je suis en train de vous écouter en direct. Je vous appelle de Paris. Oui. Je suis mademoiselle Ebele Emma. Ebele Emma, Oboso Ebele. Alors moi je trouve super ce que vous faites. Oui. Et quelque part, moi ce que j'apprécie, c'est, je suis jusqu'à présent la révolution camerounaise. Oui. Et ce que je trouve par rapport à ce que nos frères maliens ont fait, je trouve que c'est génial. À un moment donné, il faut dire stop, d'accord? Oui. On prend des destin en main, dire stop. On va pas continuer à être géré par les autres. À un moment donné, on prend son destin en main. On se dit non, ça suffit. Je veux plus être dans cet état de dépendance. Et c'est ce qui manque. Moi, franchement, c'est ce qui manque à mes frères camerounais. Et je dis bravo, bravo, bravo à nos frères maliens
Et je trouve génial. Pour moi, c'est pas un coup d'État. Non, je suis désolé, c'est le peuple qui s'est réveillé, qui a dit non, basta, on ne veut plus de ça. Et l'armée s'est reliée à eux. Donc il serait temps que, bon, moi je parle du Cameroun, même si j'ai une autre nationalité, faut pas oublier d'où on vient. Mais Donc, alors selon vous, ma chère Emma, c'est intéressant ce que vous nous dites. Pour vous, on peut avoir la même situation au Cameroun, c'est ça? Mais qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque, c'est qu'ils sont amorphes, d'accord? C'est comme si on les avait amenés je ne sais où, ils ne réagissent pas, ils acceptent tout et n'importe quoi. J'ai l'impression qu'ils sont dans un statu quo. Leur phrase fétiche, on va faire comment? Tu vas pas accepter ta situation jusqu'à la fin. À un moment donné, tu dis basta. Le syndrome de Stockholm, c'est bon quoi. À un moment donné, il faut se réveiller et dire non, non. Oui, mais beaucoup de Camerounais vont très mal comprendre parce que vous avez vu au Mali, il y a eu plus de 2 millions de jeunes Maliens, hein, tous nationalités et tribus confondues. Et ils sont aussi diversifiés. Mais au Cameroun, il y a toujours un petit élan de tribalisme qui vient naître. Et ça fait que ça gâte un peu. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est ça le problème du Cameroun. C'est ce tribalisme. Avant d'être... moi, je suis Douala. Avant d'être Bassa. Avant d'être Bamileke. Avant d'être tout. Qu'est-ce qui prévaut? C'est on est tous des Camerounais. On fait partie... Quand on vous pose la question, vous êtes de quelle nationalité? Vous dites Camerounais. D'accord? Camerounais regroupe toutes les ethnies. Tu ne vas pas dire je suis Bamileke. Tu dis par exemple, moi je prends l'exemple, on est à la diaspora, quel que soit l'endroit où je suis, on me pose la question. Oui, je suis américaine. On va te dire de quelle nationalité? Tu vas dire je suis du Cameroun. D'accord? Mais ça s'arrête là. On va pas te demander, mais tu es de quelle ethnie? C'est ça le problème du Cameroun. C'est quoi cette connerie? Les gens qui se battent. Oui, moi je suis Bassa, moi je suis Camerounais, moi je suis Bamileke. Mais c'est quoi ça? On va où? On se bat pour notre pays. On se bat pour le Cameroun. Et les gens, ils ne bougent pas. Ils se complaisent dans leur... ils ont rien. Et quand les gens se battent pour eux, on leur dit venez au pays, on va voir c'est quoi cette connerie. On arrête quoi. Ils se réveillent. Il est temps qu'ils se réveillent. Alors, mais ce que vous dites est très rigolo parce que les Camerounais estiment qu'il y a d'autres Camerounais qui n'ont pas le droit de parler de politique ou de revendiquer et que c'est à eux seuls que revient le sujet. Je te laisse chuter, je n'ai pas voulu te couper, je voulais juste comprendre pourquoi ça ne marche pas et pourquoi, même si on ne convoque pas la force, mais je constate quand même qu'au Mali, il n'y a pas eu coup de force en réalité. Hein. Ça a été bien négocié. Hein. On peut aller chercher un dirigeant au palais, on l'escorte et puis on va le garder au frigo. Parce qu'ils étaient unis. Ils se battent pour le Mali, ils ne se battent pas pour telle ou telle ethnie. C'est ce qui tue le Cameroun. Cette histoire d'ethnie, cette histoire de tribaliste. On va où? On va faire quoi? Les gens nous ont trouvés dans la révolution. On n'avance pas. On se bat entre nous. Toi, t'es Bamileke, moi je suis tel, nanani, nanana. Et où va le Cameroun? Ça va durer jusqu'à quand? Ça va durer jusqu'à quand? Il est temps qu'ils se réveillent. Ils insultent les gens. Nous, les Camerounais, on est ici, nous, les Camerounais. Et quand il faut défendre le Cameroun, ils sont plus là. On va te dire, moi, je suis Boulou. Ça, c'est vos affaires de Bamileke là-bas. Moi, je suis Douala. C'est vos affaires de Bassa là-bas. Ça veut dire quoi? Regardez le Mali. Hein? On était dans la révolution. On est les derniers. Même la Côte d'Ivoire va se réveiller. On sera toujours les derniers. Il est temps que vous vous réveillez, mes frères. Hein? Arrêtez ça. Vous êtes les premiers à insulter les autres du continent et les autres du continent se réveillent avant vous. Voilà mon guide. Ça, c'était mon coup de colère. Ben, c'est pour ça jusqu'à présent, je n'ai jamais intervenu. J'écoute, je vois ce qui se passe chez moi et ça me fait mal. Ça me fait mal, très mal. Vous savez que
S'il y a un seul qui peut mourir pour la liberté, c'est moi. Je donne la parole. Tout le monde doit défendre ses points de vue. Respectons-nous seulement et puis après, c'est la vie. Et nous devons être libres de parler. Ça fait mal de voir ses frères subir tout et n'importe quoi. Le Cameroun est devenu comment on dit ça? Anarchie. Tout le monde fait ce qu'il veut au Cameroun. On est où? Qui dirige ce pays? Tout le monde fait ce qu'il veut et personne ne se révolte. Personne ne dit basta, c'est bon. On est tous là. Ils sont tous là comme des cons. Ils subissent. Et leur phrase fétiche, on va faire comment? Même ceux qui se battent chez eux, pour ceux qui sont dans la diaspora, qui n'ont rien à perdre, ils en ont rien à foutre. On est tous dans la diaspora. On reste tranquille, hein? Vous souffrez là-bas. Ceux qui se battent, leur mot, venez ici au pays vous battre. C'est quoi cette connerie? Allez. C'est quoi cette connerie? Mais ce connerie, c'est un acteur américain qui s'appelle Sean Connery. Allez. En tout cas, merci de m'avoir donné la parole. Merci, C'est Emma. la première fois, le guide, hein, depuis le temps que je suis ce qui se passe en Afrique, et puis précisément au Cameroun. C'est la première fois que je fais mon coup de gueule et c'est la première fois que j'interviens. Maintenant, je vais peut-être être fiché. Hein. Oh non. Arrêtons. Puisque toute personne qui intervient, on n'a même pas le droit d'expression et on me parle de démocratie au Cameroun. Non, non, il faut que les gens... Bon, finissez, mais il faut que les gens arrêtent aussi ces choses de la sauvagerie là. La démocratie s'arrache. Le peuple malien n'a demandé le droit à personne. Il faut qu'on arrête ces discours-là. Les haineux, ceux qui ont peur, doivent rester dans leur village. Et ceux qui veulent construire le monde avanceront. Et personne ne doit nous menacer. Tout à fait d'accord. Voilà. Tout à fait d'accord. Qu'on arrête d'avoir peur. Rien ne se fait facilement à un moment donné. Allez. Il faut se battre pour Ciao. avoir ce qu'on a droit. Allez, bonsoir à toi, Emma. Merci. Bonne soirée, le guide. Alors, c'est quand on a de ce genre d'intervention que ça nous régaillardit. On ne peut pas être en France, dans le temple des Voltaire, des Molière, des Rousseau, des Diderot, et les gens nous amènent encore les choses du village ici. On arrête ces discours-là. Allô? Les haineux, ceux qui ont peur doivent rester dans leur village, et ceux qui veulent construire le monde avanceront. Allô? Et personne ne doit nous menacer. Oui. Ah non, je me suis trompé de numéro. Non, vous êtes en direct. Ah, je suis en direct. Oui, Ouais. vous étiez en train de vous Bonsoir, écouter. Oui, bonsoir monsieur, j'aimerais intervenir. Oui, allez-y, c'est votre antenne, c'est pas c'est votre télé, moi. Moi, je condamne le coup d'État Oui, parce que je pars du principe pour après 60 ans que le Mali est indépendant, entre guillemets. Mais durant ces 60 ans, le Mali n'a connu que des coups d'État. oui. Alors, je me pose la question. Et cette question est de savoir, mais pourquoi chaque fois, alors qu'on fait des coups d'État, rien ne change? Qu'est-ce qui a changé réellement dans le quotidien des Maliens? Oui. Alors, quand une méthode n'est pas efficace, il faut simplement la changer. Mais comment on fait quand vous savez que les chefs d'État en Afrique sont tellement puissants dans leur palais que parfois on est obligé de passer par une solution comme celle-là. Qu'est-ce que vous proposez, vous? Ben, il faut des négociations, il faut des compromissions. Et c'est vrai qu'il est clair que doit être sévère, doit être ferme dans cette prise de décision. Mais aller jusqu'à chasser le président du palais, je ne suis pas content. Je ne suis pas content parce que quand on parle de démocratie, dans les grandes démocraties comme ici en Europe, qu'est-ce qui se passe? Je vais dire, ici en France, on a connu les gilets jaunes. Disons que 80% des Français n'étaient pas contents de la politique de Emmanuel Macron. Mais ça n'a pas amené la population dans les rues afin de chasser du pouvoir Macron. Donc il faudrait quand même éduquer le peuple malien. Parce qu'il me semble par moment que c'est un peu, je ne sais pas si c'est la malédiction,
je ne sais pas, mais je suis choqué. Oui. Il faudrait qu'un coup d'État se fasse en Afrique. On peut mener le combat sans forcément aller au coup d'État. Ben, mener le combat comment? Parlons concrètement. Ici, on ne fait pas de politique. Je suis un maître de la science politique, mais j'aime quand on dit clair. J'aime quand on va terre à terre. Les gens veulent comprendre. Ce n'est pas TV5 ici. Nous, on parle là. Vous voulez quoi? Le peuple n'a pas à manger. Le peuple est mal dirigé. Les dirigeants sont là, ils torpillent la Constitution pour rester. Ils obéissent aux ordres de Paris. Qu'est-ce que le peuple peut faire? Bon. Parlons simplement, avec tout doucement, et je pense qu'on va se comprendre. Avant IBK, qu'est-ce qui était au pouvoir avant IBK? Il y avait ATT. Oui. ATT est parti. Comment? C'est un coup d'État qui a fait partie. Oui. D'accord. Après ATT, il a eu Diopouda Traoré, qui s'est fait tabasser dans son palais par le même peuple malien. Ouais. Moi, je ne suis pas malien. Je suis les actualités au Mali et un peu dans le monde, mais quand même, je suis supposé voir un peuple aussi. Je demande du thème, mais je pense qu'ils sont désespérés. Bon, ok. On a compris votre position et je pense que c'est pour ça qu'on crée ces espaces de liberté en réalité. Alors l'auditeur de tout à l'heure ou le téléspectateur, je ne sais plus si on fait la radio ou la télé ou les deux, les réseaux sociaux c'est un mix. Hein. Alors lui nous dit qu'il est contre. Alors la question c'est, quand un peuple souffre, il n'y a pas d'ONU. Quand un peuple souffre tellement, il n'y a pas de communauté internationale qui se penche sur le peuple. Quand vous regardez la situation au Cameroun, pendant que c'est chaud, les Américains, ils sont préoccupés par signer leurs traités, leur business, le cobalt, à l'Est, le manganèse, tous les produits là sortent. Alors, la France fait ses affaires, ils continuent leur vie. Que les gens meurent au nord-ouest, au sud-ouest, c'est pas leur dada, tant que les institutions et les business sont protégés. Alors, quand le peuple se retrouve coincé donc face à son destin, et il s'appuie sur une armée qui est, on va dire, républicaine, on commence encore à dire pas de coup d'État. Et moi, je veux comprendre. C'est ça, c'est pour ça. On n'a pas la science infuse, c'est pour ça qu'on vous donne la parole. Mais c'est quand même curieux de voir que pendant que ces gens-là ne foutent rien dans les pays, demain, si une mutinerie va me dégager le président Sassou Nguesso, les mêmes vont venir dire qu'on condamne le coup d'État, oubliant que lui-même n'est que là pour une succession de coups d'État et de soutien à la France. Il faut savoir, par exemple, qu'au Congo-Brazzaville, quand Pascal Lissouba arrive, et il apporte un nouveau type de contrat avec Elf, il leur dit, vous ne pouvez plus, à Pointe-Noire, nous siphonner le pétrole à 95%. Nous, on n'a rien. Il faut que le Congo se développe. Et comme il est ingénieur agronome, il crée même un projet d'agriculture intense. Il faut savoir que Pascal Lissouba a créé ce qu'on appelle au Congo les mangues Lissouba. Donc il a fabriqué un type de mangue juteuse, vitaminée pour que les enfants ne soient plus rachitiques. Alors c'est un technocrate, un scientifique de haut vol, mais la France a financé Sassou, qui a été battu aux élections. On a financé le gars pour battre l'homme qui a battu démocratiquement Sassou. Et donc demain, quand le peuple va intervenir, si le peuple intervient, s'il n'est pas omnibulé par le Kwasa ou le Ndombolo, s'il y a une conscience congolaise qui se met en place, je ne veux pas écouter les Nations Unies dire qu'il faut protéger l'ordre constitutionnel. C'est le peuple qui fait la Constitution, qui est Constitution. Il n'y a rien au-dessus du peuple. Alors chaque fois que le peuple souffre, et au Gabon, et au Cameroun, et au Congo, et en Centrafrique, et au Tchad, et là on n'entend pas ces gens, mais subitement ces intellectuels des cabinets sombres-là vont appartenir aux officines dirigeantes du monde pour venir nous dire ce n'était pas bon la dictature, mais il ne fallait pas un coup d'État. C'est dur la politique. Alors le téléphone est ouvert.
il y a tellement... il y a tellement... Merci pour beaucoup. Et je sais que quoi qu'il arrive, je serai toujours là. Hein? Je serai votre maestro. Quoi qu'il arrive. Et rien n'arrivera d'ailleurs. Donc, ce que je voulais dire, c'est que l'Afrique a atteint cette maturité ou est en train d'atteindre cette maturité. On est à mi-chemin entre la construction d'une mentalité libératrice et puis on est aussi ténaillé par les anciens démons de la colonie. La France-Afrique est un épouvantail, c'est une coquille vide, c'est mort. Le président qui est le patron de la France-Afrique n'était ni là quand elle naissait, n'était ni là quand on la fabriquait. Il est né dans les années 80, là, il ne connaît rien. Il est né en 60, ouais, c'est 80. Voilà. Il nous faut un nouveau leadership. Il faut que les jeunes Africains cessent d'avoir peur et de nous rabâcher les discours de ces dictateurs qui ne foutent absolument rien. Il y a une chose, c'est de travailler pour l'évolution de son pays, et là c'est visible. Et une autre chose, c'est de maintenir le statu quo pour punir des générations de Camerounais, de punir des générations de Centrafricains, de Maliens, de Sénégalais, de tout ça. Et ces gens-là ne peuvent pas nous dire que l'armée n'a pas raison ou tort. Alors, je vous donne la parole, c'est le 06 99 33 83 93 06 99 33 83 93. Alors, j'ai discuté avec un jeune l'autre jour, un ami qui me disait que c'est comme si une partie des Camerounais adorent, par exemple, l'esclavage, la colonisation. Ils sont fiers de dire qu'ils sont dominés par la France, alors que la France n'a rien à foutre. La France veut faire ses affaires en Afrique. Qui que soit, quel que soit le type qui vient au pouvoir aujourd'hui, les Africains sont assez matures pour gérer leurs problèmes. Voilà le Mali. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'après la junte, le pouvoir va être géré comment? C'est comment les lendemains à Bamako? Est-ce qu'on va laisser cette junte s'installer et enlever les treillis pour mettre les costumes et fumer le cigare et le champagne? Il y a risque de dérive. Est-ce que c'est vraiment une transition politique pour aplanir les divergences, balayer la constitution et laisser le peuple, c'est-à-dire faire un projet de constitution, soumettre à un référendum, le référendum c'est le peuple, et puis après aller à un processus d'élection libre, que pour la première fois, dans une élection transparente, que les gens votent et qu'ils aient leur président. Et maintenant le président qui arrive là est couché sur la légitimité de son peuple. Un président qui est couché sur son peuple, qui est adossé sur les volontés de son peuple, n'a peur de rien. Ni des bombes de Donald Trump, ni des missiles d'assaut de la France, ni des fléchettes de la Russie, de la Chine. Quand tu es nommé, ou quand tu es voté, ou quand tu es élu par ton peuple, tu es un homme Dieu pour ton peuple. Et tu as la confiance de ce même peuple. Et c'est ça qu'on demande aujourd'hui à l'Afrique. C'est ça qu'on demande à nos leaders. Donc, voilà un peu sur quoi tourne le sujet aujourd'hui. Et en définitive, il faut dire merci à cette jeunesse malienne et leur dire qu'on n'est pas, que vous n'êtes pas seul. 1. Et 2, vous n'avez aucun reproche à vous faire. 3, la volonté va toujours rester, et parce que force restera toujours au peuple. Opus Dei, Vox Dei, hein, Vox Populi, Vox Dei, voilà. Et puis, n'oubliez pas que vous êtes aujourd'hui les chantres d'une nouvelle Afrique qui se redessine, d'une Afrique qui sait ce qu'elle veut. Quand ce n'est pas bon, c'est le peuple qui décide, on dit c'est pas bon. Et ayez ce courage et le simple fait d'avoir pris vos responsabilités, et surtout avec une armée qui aurait pu tirer sur son peuple, mais une armée qui a dit non, pas d'effusion de sang. Ça nous donne un autre signalement, qu'il y a quand même des gens qui ont encore une conscience républicaine et nationale. Et ça, nous ne pouvons pas rester insensibles. Moi, le guide d'un pépé, depuis ma place parisienne, depuis ma forêt ici sacrée, je vous dis, nous avons eu chaud au cœur de voir ce qui s'est passé, même si la solution militaire, c'est pas bien. C'est pas souvent bien. Il ne faut pas que les militaires rôdent trop autour du pouvoir. Mais parfois, c'est nécessaire.
Ceci dit, le cas du Mali est-il valable ailleurs? Ça sera le prochain débat et le prochain sujet. J'ai écrit un best-seller, d'ailleurs, que je vous convie à voir massivement. C'est partir comme on est venu. D'ailleurs, tous les chefs d'État devraient le lire. Et tous les intellectuels, tous les Africains d'ailleurs devraient l'avoir chez eux. Parce que je démontre qu'au final, on ne retient pas grand-chose des dictateurs. Ils ne servent à rien. C'est des déchets de l'histoire. C'est des déchets de l'histoire. Alors, on a un appel. Allô? Allô, bonsoir, le Pépé Guy. Oui, bonsoir, bonsoir. Merci. Oui, je voulais donner ma contribution par rapport à votre direct. Oui. Vous êtes chez vous? Ok. D'accord. Pour moi, la situation qui s'est prévue au Mali est un message fort. Et puis, un message fort pour toutes les dictatures qui ont intérêt à prendre l'exemple et à tirer des leçons. Oui. Parce que pour moi, je n'appellerai pas ce qui s'est passé au Mali un coup d'État. Non, j'appelle plutôt une armée responsable qui s'est rangée derrière la volonté du peuple. Puisque cette marche a débuté depuis marches et des marches. Et l'armée, contrairement à celle du Cameroun, a préféré se ranger derrière le peuple. Je rappelle que l'armée malienne a toujours été une armée très très responsable. Puisque même au moment où les Touaregs du Nord ont demandé la sécession, tout comme les anglophones du Cameroun demandent la sécession, on n'a jamais vu l'armée du Mali aller tirer sur les sécessionnistes. C'est plutôt les Français qui tiraient sur des sécessionnistes en les traitant de rebelles. Donc pour moi, l'armée malienne est une armée très responsable et très à l'écoute du peuple malien. Parce que quand vous voyez ce qui se passe au Mali, depuis 10 ans, la France a la main mise sur le Mali. Le Mali est en statu quo. Vraiment, à qui profite ce statu quo? Qui est perdant et qui est gagnant dans ce statu quo? Moi, je pense que c'est dans ce sens qu'on va réfléchir. Donc, les Camerounais doivent aussi cesser de parler des politiques de l'Afrique de l'Ouest. Parce que certains ont dit le Cameroun, le Mali, c'est pas le Cameroun. Le Cameroun, c'est pas le Mali. Moi, je dis l'Afrique de l'Ouest et je peux dire c'est un berceau de démocratie qui est certes embryonnaire, mais qui est grandissante. Parce que dans aucun pays en Afrique de l'Ouest, un président a fait 15 ans. Nous avons le Niger. Bientôt, je sais que Mamadou Issoufou va chercher à modifier la constitution. Il y a aussi la Guinée. Non, Mamadou Issoufou a reprécisé qu'il n'est pas candidat. D'ailleurs, il a mis en prison au Niger des gens de son parti qui venaient chanter ses louanges pour qu'il se représente. Sauf s'il nous fait un volte-face. Mais je pense qu'il est parti là. Il est partant. Enfin, allez-y. Oui, moi je pense que il va se présenter. Il va se présenter. Mais tel que je connais l'Afrique de l'Ouest, ils ne sont pas comme les Camerounais. Moi, je vous le dis. Tu détournes l'argent, tu construis tes immeubles, tu achètes les avions, tu envoies tes enfants aller gaspiller l'argent avec les prostituées en Europe. Les Nigériens te regardent, ou les Maliens, non, ils ne peuvent pas accepter. Parce que j'entends des Camerounais dire que s'il y avait un président comme Paul Biya, là-bas, il devait les mater. Moi, je dis non. Que ceux qui écoutent sachent que les Maliens qui voient au Cameroun, là, qui vendent le pain, le pain chocolat, ils lavent les habits, ils repassent là. Ils sont plus libres que les Camerounais qui portent des vestes, cravates
et passe le temps à raconter des longues phrases en gros mots. La liberté, non. Moi, je vous dis, c'est l'Afrique de l'Ouest que vous voyez. Les Niger qui viennent au Cameroun, ils font les toc-toc, ils cognent les chaussures, ils coulent les chaussures. Moi, je vous dis, c'est des pays où je suis passé, c'est des gens qui sont très libres, certes pas très développés, mais ils sont, leur pays les appartient. Non, non, attendez, attendez, petit bémol. Je vais rafraîchir la mémoire des Camerounais qui sont un peu parfois zélés. Je ne sais pas d'où vient leur zèle. Bamako dépasse Yaoundé au moins 4 fois. Bamako est plus je dis Bamako est plus propre que Yaoundé, plus grand et plus beau. Yaoundé a au moins Bamako au moins 4 échangeurs. Bamako a des autoroutes. Bamako est très bien construit. Attention. Voilà, mais si vous le dites à un Camerounais, il va nier. Puisque moi j'ai vu Bamako, un pays qui n'a pas de port, un pays qui n'a pas 9 mois ou 8 mois de saison. Il faut que les Camerounais soient un peu moins zélés. Il faut qu'ils voyagent un peu et soient un peu humbles sur ce point-là. Voilà, le Mali, Bamako est plus propre, Bamako est plus grand que Yaoundé et toutes les... Il y a plus de routes. Et Bamako a plus de routes que Yaoundé. Mais si je le dis à un... J'ai eu à le dire à certains Camerounais, ils ont refusé. Mais moi, je vous le dis. Pour un pays qui n'a pas de mer, qui n'a pas de port, qui n'a pas 9 mois de saison pluvieuse comme le Cameroun, hein, et qui ne connaît pas... Le but de ce direct n'est même pas de faire une comparaison. Hein. Finissez votre analyse et puis on avance. Ok, mon cher. Il y a des gens qui veulent prendre l'antenne. D'accord, donc c'est tout ce que moi je voulais dire, qu'il ne faut pas que les gens commencent à dire que... parce que je vois même certains sardinats qui félicitent l'acte Non, non, il n'y a pas ce genre de mots, il n'y a pas ce genre de mots dans mes directs. Non, c'est pas une insulte, je voulais plutôt dire des Camerounais, s'il faut dire, voilà, qui félicitent l'acte qui félicitent l'acte de l'armée. Hein? Mais paradoxalement, ils sont en train de féliciter aussi l'armée camerounaise qui refuse de se ranger derrière le peuple qui protège Paul Biya. Donc moi, je ne comprends pas. Les Camerounais, franchement, parfois, ils vont me rendre même fou parce que je n'arrive pas à le comprendre. Ma conclusion, c'est que voilà un exemple d'une armée qui a protégé le peuple, contrairement à une armée camerounaise qui protège plutôt Paul Biya et ses intérêts. Merci beaucoup. Mais là, vous voulez... C'est-à-dire, ça, c'est pas un direct facile. Hein? Mais écoutez, l'armée au Cameroun, jusqu'ici, est républicaine. Hein? Bon, après, il ne faut pas qu'on mélange toutes les situations. La situation au Mali n'est pas la même situation actuellement qu'au Cameroun. Il faut savoir faire la part de choses. L'armée camerounaise, est-ce qu'elle est républicaine ou pas? C'est pas à moi de juger, mais je pense qu'on a, au Cameroun, vous avez une armée quand même qui défend le territoire. Voilà, donc c'est ça une armée patriotique. Maintenant, il peut avoir, si le rêve de certains Camerounais, c'est qu'on bascule dans un scénario à la malienne, c'est ça qui est peut-être compliqué et peut-être c'est pas aussi facile que ça parce que la donne au Cameroun n'est pas si simple. Il y a beaucoup d'intrications. Au Cameroun, une armée ne pourra même jamais parler d'une seule voix. Vous avez vu comment l'armée... Et ça va être dur pour avoir un leadership dans l'armée. Un leadership parce que l'armée a été volontairement segmentée. Les Israéliens ont pris une partie de l'armée par le Bir dans votre pays là-bas et ce petit groupuscule a 2/3 du budget de l'armée et ça crée des déséquilibres et des frustrations. Allô, bonjour. Je veux participer à la direct de M. Massambissa. Oui, c'est votre direct, allez-y, présentez-vous et puis on avance. Prenez l'antenne. Allô? Oui, prenez le pouvoir. Je ne comprends pas, c'est pourquoi c'est vous qui décroche. Baissez votre volume là-bas. D'accord. Allô? Oui, mais baissez le volume et parlez. Vous êtes à l'antenne.
D'accord, d'accord. Bonjour le guide. Bonsoir le guide, bonsoir. Bonsoir à vous, chers frères, et bonsoir à l'Afrique. Oui, donc juste pour intervenir. Ah, d'accord, d'accord. Là, c'est bon? Oui, allez-y, allez-y. Allô? Oui, allez-y, vous appelez d'où? Je vous appelle de Creil, moi c'est Lavoisier. Allez-y, Lavoisier, on vous écoute. De Fanny. Bon, juste pour cotiser un peu, parce que quand les gens fait la comparaison, il n'y a pas de comparaison parce que l'armée camerounaise et l'armée du Mali, c'est pas la même idéologie. Vous voyez? Oui. Allô? Oui, vous êtes à l'antenne, allez-y. Parce que le président Biya, lui, il est un visionnaire. Il avait vu tout ça venir. C'est pour ça qu'il a créé le BI. Le BI, c'est son armée à lui. Donc, vous ne pouvez pas demander, par exemple, au BI d'être contre son patron. Donc, c'est pour ça qu'il faut, pour moi, comme l'autre personne avait intervenu, il faut diversifier les options. Il ne faut pas être focalisé seulement à un système qui a mis plus de 30 ans, qu'on peut venir avec un coup d'État ou quoi que ce soit. Parce que quand vous regardez notre président, c'est quelqu'un qui est très, 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 très intelligent. Il est en avance. C'est pour ça que lui, il a vu tout ça venir. Lui, il a créé le BI. Parce que le BI, c'est son bataillon à lui. Un BI ne peut pas... Un BI est comme quand un BI est envoyé à l'ordre du président. Lui, il ne peut pas faire le contraire. Donc, c'est un peu ça. Donc, parfois, il ne faut pas qu'on regarde, il faut regarder d'où nous sortons. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut que les options ne soient pas une seule manière, donc du genre, coup de temps, machin, pour manifester. On peut bon manifester, mais les gens ont même essayé de manifester. Qu'est-ce que ça peut donner? Qu'est-ce que ça a changé? Donc, il faut de l'intelligence, il faut d'autres manières. Il ne faut pas juste être focalisé sur la violence, à vouloir comparer, parce qu'on a vu ça, ces machins en Mali, mais ce n'est pas la même... c'est pas le même pays, c'est pas la même culture, c'est pas la même mentalité, c'est pas la même personne. On a fait aussi à un visionnaire, quelqu'un qui a vu tout ça venir, quoi. Donc c'est un peu ça. Donc ça, c'est moi, juste un sommet d'alarme pour ceux qui sont en train de penser que peut-être ça c'est une opportunité aussi, ça peut marcher à 100% au Cameroun. Non, 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 non. Ça peut pas. Alors, ben, pour le Cameroun, vous dites que tout va bien, c'est ça? Non, tout ne va pas bien, on n'est pas d'accord. Moi, je dis juste qu'on ne peut pas facilement basculer le système du Cameroun comme ça s'est fait tout à l'heure au Mali. C'est impossible parce que l'armée, il y a des bataillons qui sont des bataillons du président Biya. Donc, on ne peut pas aller au jour du lendemain parce que les BI ne sont pas comme d'autres militaires maliens. Les BI c'est comme une force spéciale pour le président de la République. Donc, et si vous regardez la façon naître le BI, ça veut dire tout ce qui se passe actuellement au Mali, le président Biya a vu tout ça venir. Donc quand on a fait à un visionnaire, quand on a fait à quelqu'un qui va de loin, il faut diversifier les options. You don't just have to focalize on the same option. That is my point. Donc Okay. c'est un peu ça. Thanks for calling, my dear Lavoisier. Ok, you're welcome. Ok. Alors, c'est intéressant. Il faut savoir que personne... Wow. Ben dis donc, je suis assez... On est débordé par des... Mais on ne pourra pas... On ne pourra pas avoir tout le monde là. Bon, je pense qu'il se fait même... On a beaucoup d'appels qu'on n'a pas pu prendre, mais je pense qu'on a essayé de dire l'essentiel. Et nous sommes là, nous sommes présents. Dès aujourd'hui, nous, et vous le savez, depuis des années, nous prenons la parole, nous vous donnons la parole. Et je suis fier d'écouter cette génération africaine qu'on ne voit pas.
vous qui parlez, vous qui êtes connectés là, on ne vous écoute pas, vous ne vous exprimez pas. Nous, on a souvent la chance d'être appelés même dans les plateaux télé des Européens et de tout ça là-bas, mais c'est très court, le temps qu'ils nous donnent, on n'existe pas. Donc grâce aux réseaux sociaux et aux médias qu'on est en train de mettre en place, on est en train de prendre la parole, de dire nous-mêmes, de laisser les gens s'exprimer pour bâtir une conscience politique. La conscience politique se crée. La situation au Mali est un exemple pour nous dire que l'Afrique ne sera plus jamais pareille et que partout la jeunesse africaine va se sentir piétinée dans ses droits, elle va réagir. Même si la communauté internationale analyse après, c'est des analystes, mais sur place, les gens font ce qui est nécessaire pour se sentir restaurés dans leur dignité. Tout ce qu'on demande, c'est avoir la dignité, avoir le respect. Donc, je suis très fier d'avoir mené ce débat. Je suis le guide, le Mpépé, Martial Bissog. Et bon, décidément, on ne partira pas de sitôt. Allô? Allô? Il y a quelqu'un qui essaye d'intervenir. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, vous êtes à l'antenne. Oui? Oui, moi c'est Willy. Oui, bonsoir, Willy. Je vous suis quelquefois sur Facebook. Oui, bonsoir. Vous abordez un sujet qui m'intéresse et j'aimerais contribuer, j'aimerais participer. Allez-y. Oui, donc je pense que l'actualité, en fait, c'est sur ce qui se passe, ce qu'il y a pour au Mali, je pense, sur le coup d'État d'hier. Oui, on est parti sur la situation du Mali pour regarder tout ce qui se passe en Afrique. L'Afrique, c'est notre maison. Alors, moi, je pense que... Alors, mon avis, peut-être, ne va pas arranger certains. Enfin, ma contribution, ce que j'ai dit n'arrangera pas certains. C'est de dire, c'est quoi, en fait? C'est que... Attendez, avant de continuer, j'aimerais vous dire, sans vous couper, que même si vous dites un avis contraire, je me battrai absolument pour que votre avis soit écouté et respecté. Absolument. Très bien, merci. Allez-y. Très bien, merci. Donc aujourd'hui, on est à près de 60 années d'indépendance pour certains pays en Afrique francophone et anglophone. D'accord. Je me pencherai plus sur le cas de l'Afrique francophone qui aujourd'hui en fait connaît de sérieux problèmes de développement, tant économiques, culturels que sociaux. D'accord. Alors aujourd'hui, après 60 années d'indépendance, si encore en train de chercher à mettre des chefs d'État nationalistes à la tête de nos États, si on est encore en train de chercher à ce qu'on ait des États forts, des États puissants, si on est encore en train de chercher à ce que les populations à assurer la sécurité des populations, si on est encore en train de chercher à assurer à ce que les gens puissent se soigner, puissent aller à l'école, puissent manger, d'accord, les minimums vitaux en Afrique francophone. Si on est encore en train de chercher tout cela, moi je me dis après 60 années que la solution est simple. La solution aurait été simple, pardon. La solution aurait été simple. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que pendant les indépendances, à cette époque-là, on avait trois choix. Et quand il fallait signer les accords d'indépendance, on avait trois choix. Si mes souvenirs sont bons, c'est que le premier, c'était de rester dans les colonies françaises. Le deuxième, c'était d'appartenir à la communauté française, être du département d'outre-mer. Et le troisième, c'était donc les colonies. Allô, vous m'entendez? Oui, vous êtes en direct. Vous êtes suivi par des millions de téléspectateurs africains et européens. Oui. Allez-y. Donc la première option, c'était, j'ai dit tout à l'heure, c'était française, communauté française, une colonie française, ou la troisième, indépendance, autonomie. D'accord? Il y avait ces trois possibilités-là. Alors la majeure partie des États africains francophones ont opté pour l'indépendance. Je crois qu'il n'y a qu'un seul, je crois que c'était Mali Sékou Touré qui avait opté pour la communauté, qui avait refusé la communauté, pardon, et ça lui a coûté ce que ça lui a coûté. D'accord? Donc moi je pense que, ça c'est mon point de vue, et je défendrai, en quiconque, je pense qu'on aurait dû, en Afrique francophone, rester dans la communauté. On aurait dû rester dans la communauté, être des départements outre-mer, à l'image de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane, etc. C'est vrai, c'est pas le paradis là-bas, mais je pense qu'on aurait eu le minimum
le minimum vital en Afrique francophone. Parce que si aujourd'hui on meurt encore parce qu'on ne peut pas se soigner dans nos hôpitaux, si aujourd'hui on est encore en train de chercher ce qu'on va manger, en train de chercher ce qu'on va boire, de l'eau potable, on n'en a pas. Si on est encore en train de chercher à avoir une sécurité sociale, espérer une sécurité sociale en 2020, si on est encore en train de faire des coups d'État en Afrique, je pense qu'on est en train de courir dans ça, on a perdu énormément de temps. D'accord? Est-ce qu'on mérite vraiment le combat qu'a porté nos leaders indépendantistes dans les années 60? Est-ce qu'on mérite vraiment, on mérite vraiment ce qu'ils ont fait jusqu'ici? Je pense que non. Je pense que si ces personnes-là qui ont combattu dans les années 60 pour les indépendances, qui ont donné de leur vie, qui ont sacrifié leur vie dans les années 60, s'ils avaient imaginé qu'en 2020, on serait encore en train de chercher à avoir le minimum vital, je pense qu'eux ne se seraient pas engagés. Ils ne se seraient pas engagés dans ce combat-là. Parce que pour moi, je pense que c'est trop long. C'est trop long. L'Afrique ne mérite pas ça. L'Afrique ne mérite pas ce qui lui arrive aujourd'hui, les coups d'État qui n'en finissent pas depuis les années 60. Je suis désolé de le dire. Nous sommes africains. On sait que les problèmes, pour moi, les problèmes de l'Afrique, c'est nous-mêmes. C'est pas ils sont des Blancs. Ils ont le pas de responsabilité des Français, les Européens, ils sont pas. Mais c'est d'abord nous. C'est d'abord nous. Qu'est-ce qu'on veut pour l'Afrique? Le coup d'État au Mali va apporter quoi? Je suis désolé, rien. Ça n'apportera rien. Ça n'apportera rien en termes de développement, même d'un pouce, ça n'apportera rien aux Maliens. Je suis désolé de le dire. Rien. On l'a vu il y a cela quelques années au Burkina Faso. Qu'est-ce que ça a apporté au Burkina Faso? Ça a apporté quoi au Burkina Faso? Vous ne pouvez pas dire que depuis le départ de Compaoré, rien n'a changé? Je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas que rien n'a changé, mais en termes, moi je regarde un peu les statistiques, les chiffres au niveau de alors pour vous, quand on regarde les chiffres les chiffres de l'ONU en termes de statistiques. Avant de vous laisser chuter, avant de vous laisser chuter, donc pour vous, il eût été préférable d'être des petits Antillais, quoi. Est-ce que vous êtes déjà allé en Guyane, en Martinique? Oui, monsieur, je n'ai jamais été de ce côté-là. Je ne vais pas vous le cacher. Vous croyez que l'assistanat est une révolution ou bien l'Afrique a juste un problème de structure, hein? On n'a pas un problème de manger, hein? Oui, mais l'Afrique a un problème de... Ah oui, on a un problème de manger en Afrique. On n'a pas un problème de manger en Afrique. On a un problème de manger, on a un problème de digestion même, parce qu'on mange trop ou trop mal. On mange trop peu ou trop mal. Et c'est ça le danger de l'Afrique. On a un problème d'indigestion managériale. Les leaders sont fatigués, sont inaptes, sont villageois. Et puis il y a une jeunesse qui demande ici des opportunités. Les leaders sont fatigués, certes, mais on sait tous que ces leaders sont à la solde en fait des puissances occidentales. La France n'empêche à aucun pays africain de créer la sécurité sociale. C'est notre égoïsme qui fait qu'on renvoie l'argent en France. Je suis entièrement d'accord avec vous là-dessus. Mais si on a des personnes à la tête de nos États qui ne roulent que pour leurs intérêts ou pour celles de leur famille, je suis désolé. C'est pas comme ça qu'on s'en sortira. Merci. Vous avez terminé ou tombé alors? Allô? C'était de dire, à force de... Oui, allô? Oui, allez-y. Oui, ce que je voulais dire en fait, c'est qu'à force d'assister à ces coups d'État qui n'en finissent pas chaque année quand il y a élection ou à la veille des élections en Afrique, dans les pays africains, moi c'est de dire ça fait un peu trop. Ça fait un peu trop. Qu'est-ce qu'on veut pour l'Afrique? Où va l'Afrique? Qu'est-ce qu'on veut pour l'Afrique africaine? Voilà. Pour vous, j'ai compris votre point de vue. Un coup d'État est une régression. Et la régression ne peut pas apporter des solutions pérennes, c'est de l'instabilité permanente. Et il n'y a pas de développement dans l'instabilité. Voilà. Mais est-ce que le peuple avait le choix? Allez, mais voilà donc un sujet qui... Vous voyez, c'est passionnant. Moi, je suis surpris et je suis agréablement surpris par cette Afrique-là. On dit que les gens ne sont pas intéressés par la politique, les Africains vont passer... Non, les gens veulent s'informer, les gens veulent intervenir, les gens veulent prendre leurs responsabilités. Nous aussi, ici à Paris, on peut se dire on démissionne, mais jour et nuit, je ne dors pas pour que notre télévision soit très vite dans ces jours lancés pour qu'on crée une plateforme de liberté d'expression et personne ne va nous empêcher de réaliser notre destin pour la dignité. Si l'autre vous donne la parole, il va déterminer le temps de parole et il va vous imposer les thèmes. Or, si on a notre propre média, c'est connu,
on aura la chance, pas le bricolage des choses qu'on fait là en Afrique. Il faut qu'on ait des vrais CNN à l'africaine, des vrais CNN, qu'on ait des vrais Al Jazeera. Les Arabes, dès qu'ils ont compris qu'on présentait tous les Arabes comme les terroristes, ils ont au Qatar financé Al Jazeera. Et aujourd'hui, Al Jazeera, c'est l'équilibre de la terreur. Dès que les Américains disent marque sur les Arabes, ils disent marque sur les États-Unis. Et ça, les deux se supplient de ne pas s'insulter trop. C'est ça l'équilibre de la terreur. Si vous rêvez de vous émanciper sans médias, vous êtes en train de courir dans le sac et avec vos milliards. Donc nous devons impérativement, et c'est un cri de cœur, même si je meurs demain, c'est un cri de cœur. Rappelez-vous que je vous dirai toujours, ou que je vous disais toujours, parce que je vous dirai même au-delà de ma tombe, de l'outre-tombe, qu'il faille nécessaire aujourd'hui que l'Afrique écoute ses fils et qu'on donne la parole libre à tous les enfants pour qu'on se sente vraiment concernés par les changements du monde, par les changements qui impactent sur nos vies, par le développement et le progrès social. Sur ce, mesdames, messieurs, je me permets de partir et je vous dis, restez toujours en paix. Je suis le guide Mpépé. Mpépé, ça veut dire le gardien de la sagesse ancestrale, de l'écorce séculaire, multiséculaire de la forêt de chez nous. Et je suis fier aussi d'appartenir à cette vague d'hommes libres, pas complexés, fiers, intellectuels, vantards, si vous voulez, comme c'est le terme facile et raccourci. Donc dites-vous que nous avons des gens fiers et que vos humeurs ne changeront pas la direction d'une bombe atomique sur vos têtes. C'est la force mentale, la capacité de résister, de dire non, de s'imposer qui va libérer l'Afrique. Et c'est ça que je suis en train de susciter en vous. Pionnier de ce combat, je l'ai toujours été. Pionnier, je vais le demeurer. Seul contre tous ou seul avec vous, nous allons présenter un nouveau visage du monde. Restez en paix, continuons le débat, appelons-nous. J'ai écrit un best-seller qui s'appelle « Partir comme on est venu ». C'est un livre qu'il faut avoir. Commandez-le inbox. Dès que vous raccrochez là, commandez-le. Il faut le garder de manière sécurisée dans vos bibliothèques, dans vos chevets de lit. J'ai créé une académie qui s'appelle Akeva, c'est l'académie de la vie augmentée. Ne venez pas quand votre vie régresse, venez pour augmenter les chances de comprendre comment la vie se passe. Et il y a Léon Dikoumé qui dit « Réponds-moi, mais qu'est-ce que je fais? Je ne peux plus prendre tous les coups de fil, il faut que j'arrête le direct. » Donc, nous sommes en train de nous battre pour qu'on ait de la bonne graine, qu'on laisse une jeunesse qui espère, qu'on présente notre intelligence à la face du monde, et pas des petits hommes complexés dans leur boubou de villageois et qui veulent lutter face à l'intelligence supérieure des autres nations. Merci à cette Afrique, merci à la jeunesse. Je vous aime et on a créé dans l'Académie Akeva. Inscrivez-vous, la rentrée va être dure. Et en septembre, d'ailleurs, nous avons une conférence sur les Champs-Élysées et ça va porter sur notre place dans le monde et comment aborder les grands combats du monde. Je vous aime. Akeva, Akeva, Akeva. Partagez ce direct et mettez-le. Je vous aime. Ah là là, dis donc. Bagarrer, c'est pas facile.